Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Simona Mignami, professeure agrégée en statistique sociale au département de démographie de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler des enquêtes démographiques et de santé. Okay? Les diapositives sont en anglais à cause du fait que la plupart des matériels sur les enquêtes démographiques et de santé, vous allez le voir, je vais vous montrer le site web qui a été mon point de départ, est tout en anglais, mais ma présentation, évidemment, sera en français. Okay? Donc, et je vais commencer avec une question pour vous. Qui a déjà utilisé les enquêtes démographiques et de santé? OK. Qui a utilisé des autres données d'enquête? OK. Et donc, ma question pour commencer un peu cette présentation est de savoir qu'est-ce que vous avez fait avec votre base de données. Quand vous avez commencé, avant de commencer vos analyses, qu'est-ce que vous avez fait? La première chose. Ça va. Vous avez votre belle base de données, l'enquête démographique et de santé, vous avez une question de recherche, qu'est-ce que vous faites? Oui. Ben, à part de notre question de recherche, on fait la demande d'abord auprès de Macro International, qui nous donne le mot de passe pour pouvoir télécharger les bases qu'on souhaite, les pays pour lesquels on souhaite faire les analyses. OK. Et quand vous avez la base de données sur votre ordinateur, qu'est-ce que vous faites? Ben, ce que je remarque, il y a plusieurs types de fichiers. Au niveau des EDS, donc maintenant, il faut voir en fonction de notre problématique, quel est le type de fichier qui est approprié pour faire les analyses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est jamais posé la question de dire je vais regarder un peu quelle est l'histoire de l'enquête, comment l'enquête a évolué dans le temps, comment est arrivé au questionnaire? Est-ce que quelqu'un qui a jamais fait ce type d'investigation? Quelqu'un peut-être? OK. Parce qu'un peu l'idée de cette présentation vient du fait qu'au fil des années, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui utilisent les données d'enquête, les données des EDS, et ils me reviennent plus ou moins toujours avec les mêmes questions. OK? Et donc, les mêmes questions qui, selon moi, viennent du fait que souvent, on ne sait pas exactement quoi faire avec des données d'enquête avant de commencer pour bien se familiariser avec l'enquête. Donc, le message que je vais essayer de passer aujourd'hui est que il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître bien avant de télécharger la base de données qui sont importantes quand vous arrivez au moment de l'analyse de l'utilisation. Si vous n'utilisez pas les données des enquêtes démographiques et de santé, ce n'est pas grave. Je pense que cette présentation va vous être utile quand même pour deux raisons. La première est pour comprendre tous les chiffres, les indicateurs qui sont publiés par les grandes organisations sur les pays en développement. 95% de ces indicateurs viennent des enquêtes démographiques et de santé. Donc, pour comprendre un peu comment ils ont été calculés, quelles sont peut-être leurs faiblesses, etc., c'est bien un peu d'avoir un peu de contexte. L'autre chose est qu'à la fin de la présentation, je vais vous dire un peu les implications pour l'analyse des autres bases de données. Un peu les leçons qu'on peut tirer de ce que je vais dire sur les EDS qui peuvent s'appliquer aussi à des autres enquêtes. Donc, je vais couvrir 4 thèmes. Je vais vous parler des enquêtes, je vais vous parler de leurs données, de l'analyse, et à la fin, comme je dis, je vais parler des implications pour les autres enquêtes. Pour ce qui concerne les enquêtes, je vais vous faire une petite histoire des EDS. Je vais vous le dire quel était leur objectif original et comment cet objectif-là évolue au fil du temps et combien de différentes enquêtes on a aujourd'hui. OK? Les 3 points, vous retrouvez, je pense, ces 3 points sur toutes les diapositives qui utilisent les données des EDS. Les EDS, le programme a commencé en 1984, a été le successeur de l'enquête mondiale sur la fécondité et des Contraceptive Prevalence Survey. Depuis 1984, le programme des EDS a donné de l'assistance technique principalement pour faire presque 300 enquêtes dans plus que 90 pays. Et donc, il nous a permis d'avancer nos connaissances sur la santé et les tendances des populations dans les pays en développement. Il n'y a rien de problématique avec tout ce que je viens de dire, mais je vais tirer votre attention sur 2 choses. La première est ce que je soulignais en gras, la question de l'assistance technique, ou technical assistance.
La première chose qu'il faut comprendre des EDS est que les EDS ne sont pas propriétaires des données. Okay? Les EDS ne sont pas différents d'un projet, comme un projet que les autres professeurs peuvent obtenir ici avec des fonds québécois. Okay? C'est un projet qui est financé par USAID, qui est l'Agence internationale des États-Unis pour l'aide internationale. Mais c'est un projet, okay? Un grand projet, évidemment, mais c'est un projet de collecte de données. Okay? Donc, l'organisme, la compagnie qui donne l'assistance technique, qui s'appelle Macro International, le nom a changé au fil du temps, je vais vous dire tout à l'heure, finalement attend la demande d'un pays. Okay? Ce ne sont pas les États-Unis qui décident dans quel pays en développement on va faire une enquête démographique et de santé. C'est le pays qui se veut faire une EDS parce qu'il a des besoins, contacte ce qu'on appelle le USAID Missions, il y en a partout dans le monde. Il va dire, OK, notre pays a besoin de ce type d'enquête. Nous avons besoin, parce que nous voulons connaître certaines choses plus ou moins standards. Et donc, au niveau de USAID, on va évaluer cette demande, généralement on va l'accorder, et on va donner de l'assistance. Donc, le programme EDS est surtout un programme de capacity building, on dirait en anglais, okay? Pour aider les pays à faire une enquête, pour combler leurs besoins en termes d'information. Le résultat est que Macro International, dans la compagnie, a un pouvoir décisionnel même sur les questions qui sont dans les questionnaires qui est très limité. Okay? C'est toujours le pays qui décide quelles questions on va inclure. Évidemment, le programme EDS veille sur le fait qu'il y a une standardisation des questions, etc. On va y arriver. Mais quand même, c'est le pays à dire « Ah, je pense que ces ensemble de questions sont un peu difficiles à poser, peut-être sont trop sensibles ou on a vraiment besoin de savoir certaines choses sur l'ensemble de nos régions. » Okay? Donc, c'est les pays qui poussent pour le module, nous allons en parler, qu'on va inclure dans l'EDS. L'autre chose est pourquoi on parle de tendance démographique. Okay? Les EDS sont des enquêtes transversales. Mais quand même, depuis 1984, les EDS ont essayé, dans les pays qui ont demandé de faire un EDS, d'y revenir plus ou moins tous les 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que pour beaucoup de pays, pas pour tous les pays, on peut identifier une série d'indicateurs démographiques comparables au fil du temps qui nous permettent de décrire aussi, pas seulement la situation du moment, mais l'évolution dans le temps de certains indicateurs démographiques. Donc, quel était l'objectif des EDS? Okay? L'accent qu'on met sur les différentes lettres de l'acronyme a changé au fil du temps. Okay? Au début, il y avait beaucoup de démographie, okay, qu'on faisait avec les EDS. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de H. On parle beaucoup plus de santé et des questions de santé. Pourquoi? Parce que les EDS, comme je dis, étaient les enquêtes qui venaient après l'enquête mondiale de fécondité surtout, le WFS en anglais, et le CPS qui était l'enquête sur la prévalence de l'utilisation de la contraception. Ces deux enquêtes-là étaient fondées, elles étaient complètement tout développées à partir du cadre conceptuel de Bongertz. Je suis sûre que les étudiants ici le connaissent très bien. The Proximate Determinants of Fertility. Okay? C'est-à-dire que, je vais essayer de voir si je peux déplacer ça. OK. Ah. OK. C'est-à-dire, vous savez qu'est-ce qu'ils sont les proximate determinants of fertility dans les facteurs comportementaux et biologiques à travers lesquels les facteurs plus contextuels et socio-économiques vont avoir une influence sur la fécondité. Donc, il y en a 7 en partie. Ah, il faut que j'utilise ça. Désolée. Okay. Il y en a 7 qui sont les plus importantes. Donc, il y a les premiers 3 qui sont plus comportementaux, OK? Donc, le mariage, en général, l'utilisation de la contraception, l'avortement. Et ensuite, il y a 4 facteurs plus biologiques qui sont moins importants que les facteurs comportementaux. Okay? Pourquoi est-il important de savoir ça? Parce que les EDS ont utilisé le même cadre conceptuel. Et en conséquence de ça,
il continue, même aujourd'hui, à mettre beaucoup d'accent sur ces 3 groupes de facteurs qui sont effectivement le proximate determinants of fertility. Et à cause du fait qu'ils mettent l'accent sur ces 3 groupes de facteurs, on n'est pas capable d'utiliser les données des EDS pour faire certaines analyses. Donc, aujourd'hui, si vous prenez un rapport d'une EDS, ce que vous trouvez est que les indicateurs qui viennent de l'enquête sont groupés. Il y a 3 chapitres, je pense que c'est presque les premiers 3 chapitres après les caractéristiques des répondants, qui sont les premiers sur la fécondité. Okay? Donc, pas seulement le niveau, donc un peu la variable dépendante du cadre conceptuel de Bongert, mais aussi l'âge de la première naissance et les intervalles de naissance. L'utilisation de la contraception et la stérilisation, si vous vous rappelez, 2 autres variables très importantes dans le cadre de Bongert. Et ils sont vraiment appelés ça. Donc, il y a un chapitre dans tous les rapports qui s'appelle « Other Proximate Determinants of Fertility ». Okay? Pour vous rappeler que c'est ça le cadre conceptuel que les EDS utilisent. Donc, l'âge au premier mariage, le comportement sexuel, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 exemples. Les EDS, au-delà du premier mariage, ne ramassent pas des informations sur les dates de 2e, 3e et 4e mariage. Donc, pour les femmes qui se sont mariées 7 fois, la seule chose que vous savez est quel était l'âge à laquelle ils se sont mariés pour la première fois. Donc, il n'est pas du tout possible d'étudier la mobilité matrimoniale. Pas du tout. Avec une certaine exception que nous allons voir plus tard. L'autre chose est qu'il n'est pas possible d'étudier le comportement sexuel à l'intérieur du mariage. Parce que, à nouveau, dans le cadre conceptuel de Bongers qui a été développé depuis longtemps, la fécondité était surtout une fécondité à l'intérieur du mariage. Donc, on n'était pas trop intéressé au comportement sexuel avec des partenaires qui n'étaient pas le mari. Okay? Donc, même si aujourd'hui on essaye de ramasser ce type d'informations, on ne connaît presque pas du tout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du mariage en termes de comportement sexuel. Troisième conséquence, ça c'est plus un problème si vous analysez des données plus anciennes, et qu'au début, les échantillons des femmes étaient de femmes jamais mariées. Aujourd'hui, il a tout changé, on parle des femmes présentement mariés, et les hommes, même aujourd'hui, ne sont pas inclus dans toutes les enquêtes. Okay? Parce qu'à nouveau, le cadre conceptuel de Bongers était la fécondité du point de vue de la femme surtout. Okay? Il y a donc beaucoup de questions qui aux hommes ne sont pas posées même en termes de choix de fécondité avec leurs femmes, même quand ils sont mariés. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'au début, dans la première phase des EDS, nous allons voir un peu la chronologie, il y avait beaucoup d'emphase vraiment sur les aspects démographiques, okay? Fécondité, parce que dans les années 80, vous savez, la préoccupation pour les pays en développement était la forte croissance démographique. On voulait voir comment on pouvait intervenir ou qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de réduire le taux de croissance, surtout à travers la contraception. Plus récemment, je pense depuis 2000, mais même un petit peu avant, je dois dire, les questions de santé sont devenues de plus en plus importantes parce que la technologie aujourd'hui nous permet d'avoir des biomarkers, donc de faire des tests pour certaines conditions maladies, okay? Et de lier les résultats de ces tests aux caractéristiques individuelles, ce qui est fantastique pour analyser certaines problématiques. Donc aujourd'hui, je pense que les EDS mettent un peu plus, pas beaucoup, pas complètement plus, mais un peu plus d'accent aussi sur les questions de santé. Santé des adultes, pas seulement santé des enfants. Donc, autre chose à comprendre, que je pense que la plupart du monde ne sait pas, les EDS, je viens de le dire, ont changé au fil du temps. Okay? Et les changements, à cause du fait que les EDS sont un projet financé, dans les changements se sont vérifiés en occasion de chaque renouvellement de financement. Okay? Donc, Macro International, comme j'ai dit, le nom de Macro a changé. Au début, il s'appelait Institute for Research Development, qui faisait les EDS. Était un institut qui faisait une demande au USAID et disait, moi, j'ai beaucoup de compétences pour faire ce type d'enquête, à préparer un projet. USAID a évalué plusieurs projets, les autres instituts aussi. A dit, OK, on vous donne le projet pour 5 ans. Okay?
Première phase, donc, l'institut s'appelait Institute for Research Development. Presque immédiatement, il a changé de nom parce qu'il a été acquis par Macro International, qui est plus ou moins resté. Okay? Première enquête en 1995, on a ajouté la mesure de l'altesse et du poids en 1987 au Sri Lanka. Et on a commencé à mesurer l'anémie pour les femmes et leurs enfants en 1995. Deuxième phase, donc le financement arrive à la fin, nouvelle demande, USAID redonne à Macro International qui à ce moment vient incorporer dans une umbrella project qui s'appelle Measure DHS Plus. Et c'est ici que vraiment il y a une très forte expansion de thèmes, surtout des thèmes liés à la santé. Santé maternelle et des enfants, et on commence à ajouter, comme j'ai dit, les données du test biologique dans beaucoup des enquêtes. On ajoute aussi un nouveau type d'enquête qui s'appelle le SPA, le Survey Provision Assessment Survey. Nous allons le voir tantôt, qu'est-ce qu'il c'est. C'est en gros une enquête, pas des individus, mais c'est plus une enquête des hôpitaux et des autres organismes de santé, donc, qui donnent des pharmacies, etc., qui vendent ou qui donnent, en tout cas, tous les instruments pour les individus pour prendre soin d'eux-mêmes ou pour utiliser la contraception ou qui donnent de l'assistance, même par rapport au sida, par exemple. Troisième phase, 2003-2008. Donc, une autre expansion, à nouveau, plus vers les aspects du côté santé, parce que pour la première fois, Macro, qui maintenant a changé de nom, Macro a changé de nom beaucoup de fois, qui à ce moment s'appelait ORC Macro, fait une entente très importante avec Johns Hopkins University aux États-Unis et des autres partenaires santé, pour augmenter la collecte des données vers plus de biomarkers, surtout par rapport au paludisme. Ça, c'était un peu l'élément clé. Et donc, en 2006, il y a la première enquête qui s'appelle la Malaria Indicator Survey, où on prend des tests biologiques pour le parasite qui donne le paludisme. On change de technologie, donc à partir de 2007, on commence à utiliser les petits ordinateurs pour ramasser les données, plus des questionnaires papier au Pérou. Et en 2009, USAID renouvelle le financement à Macro, qui maintenant s'appelle ICF International, et qui fête son 25e anniversaire avec le lancement d'un nouveau site web que je vais vous montrer tantôt. Donc, essentiellement trois phases. La quatrième vient de commencer avec des gros changements. Donc, un virage un peu plus vers les aspects santé et aussi une ampleur beaucoup plus grande sur certains autres aspects et que nous allons voir en détail tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus des enquêtes. Il n'y a pas seulement les EDS. Il y a aussi ce qu'on appelle le AIDS Indicator Survey. C'est une EDS sans la partie démographique, plus ou moins. Donc, c'est une EDS centrée complètement sur le sida. Méthode de transmission, connaissance, qu'il peut ou non inclure aussi le test de dépistage pour l'infection à VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. Mais généralement, ce type de tests n'ont pas été faits dans beaucoup de pays. Il y a, comme je viens de dire, la nouvelle enquête sur le paludisme, le Malaria Indicator Survey. Je ne me rappelle plus exactement combien de pays on a qui l'ont fait, mais je vais vous montrer une carte tout de suite. Et il y a le SPA. Le SPA a passé à travers, je pense que ça a été l'enquête qui a passé à travers plus de bouleversements, mais maintenant, SPA entre dans sa deuxième phase, mais il y a encore beaucoup de travail qui est fait sur exactement comment lier les données de contexte, donc sur les hôpitaux et les pharmacies aux données individuelles. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Ce sont les 4 enquêtes principales. Il y a tout un ensemble des enquêtes spéciales
okay, qui s'appelle vraiment Special DHS. Si vous regardez sur le site, il y a même une EDS longitudinale qui maintenant entre dans sa 3e vague au Pérou. Donc, la seule EDS longitudinale qui existe. La carte vient du site web, donc désolé pour la résolution, mais OK. Donc, vous voyez que les EDS et AIDS Indicator Surveys en vert foncé sont la plupart des enquêtes. OK? Il y a aussi les EDS avec le test de dépistage de l'infection VIH, donc Inde, Bangladesh, pour la plupart en Afrique. Le SPA, qui sont en Afrique, sont les étoiles. Principalement, il y en a 2, Bangladesh et en Amérique latine. Et Malaria Indicator Survey, je ne pense pas que vous pouvez le voir, mais sont plus ou moins tous concentrés en Afrique aussi. Vous voyez une mosquitaire ici. Okay? Donc, ça, c'est plus ou moins la distribution des enquêtes. OK? Est-ce qu'il est tout clair? OK. Donc, je reviens à ma question originale. Avant de télécharger vos données, qui regarde le questionnaire? Je veux voir les mains. Qui regarde le questionnaire? OK. Faut regarder le questionnaire. OK? Et je vais vous montrer une chose. OK, attendez. J'avais ouvert le site web de Measure DHS, donc du programme de Measure DHS. Ça, c'est le nouveau site qui a été lancé en occasion de du 25e anniversaire surtout. Ce nouveau site met beaucoup plus l'accent sur l'analyse des données. Et la chose que, donc, vous n'allez pas trouver les éléments de l'histoire que je viens de vous mentionner. Ça sont tous sur le vieux site. Ils n'existent pas ici. Mais ce que vous allez trouver, data, sur la partie données, est comment utiliser les bases de données pour l'analyse. OK? Si vous allez ici, OK? Les étapes de l'analyse avec les EDS. OK, oh, pardon, je ne suis pas vraiment habituée à utiliser ça. Je marche toujours vers... OK. Vous allez sélectionner vos pays et vos enquêtes. L'étape numéro 2, regardez le questionnaire. OK? Même avant de vous enregistrer pour l'accès aux bases de données. OK? Téléchargez vos données, ouvrir votre base de données. Ensuite, vous allez vous familiariser avec vos variables. Je vais revenir sur tous ces aspects, bien utiliser les poids, etc. OK? Mais regardez le questionnaire, il faut le faire même avant de télécharger vos bases de données. OK? Donc, nous allons parler de ça. Nous allons parler des questionnaires en général. Ensuite, je vais me concentrer plus sur le questionnaire des EDS. Si ce qui vous intéresse sont les questionnaires de SPA, de MIS et des autres enquêtes, vous pouvez aller sur le site. Je vais vous parler un petit peu des qualités des données et des données plus biologiques. OK? Donc, à un moment donné, je vais vous dire, je vais m'asseoir. Hein. Je vais essayer de rester comme ça le plus long possible. Donc, l'approche de base, vous le savez, OK? La nouveauté, un des gros avantages des EDS est d'avoir des données qui sont comparables, OK? Entre les différents pays. Pour le faire, ce qu'il a été développé sont des questionnaires standards, OK? Comme je dis, le pays, finalement, décide quelle partie des questionnaires standards et des modules inclure, mais les questions, quand même, restent plus ou moins les mêmes. Il est vrai qu'il faut faire attention, même dans le cas des questions plus standards, quelquefois, je ne veux pas dire souvent, mais quelquefois, même la façon de présenter la question peut changer d'un pays à l'autre. Et donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder le questionnaire avant. Parce que peut-être la question qui vous intéresse a changé de formulation 4 fois. Et donc, à la fin, vous retombez sur des données qui ne sont pas vraiment comparables. Okay? Le questionnaire modèle standard a 2 parties, plus ou moins. Un questionnaire qu'on appelle core, c'est-à-dire le cœur, le centre, plus des modules. Okay? Au minimum, les pays on demande aux pays d'adopter le core questionnaire et certains modules.
Donc, un certain ensemble de questionnaires plus modules, mais évidemment, comme je dis, le pays peut décider d'ajouter des questions s'il les intéresse et d'enlever des questions s'il considère qu'elles ne sont pas importantes pour le contexte du pays ou si même s'il considère que, comme je dis, sont trop sensibles. Ça, c'est particulièrement le cas pour le comportement des adolescents, le comportement sexuel. Dans certains contextes, peut-être il n'est pas la chose la meilleure de poser ce type de questions, de ces questions ne sont pas posées. OK. Combien de questionnaires il y a pour les EDS? Il y en a une, les femmes. Il y a les femmes, les hommes, les ménages. OK, très bien. On souvent oublie le ménage, OK? Il y a aussi le ménage. Et en effet, on commence avec le questionnaire ménage. Donc, il ne faut pas oublier, les EDS sont des enquêtes ménage. Ce ne sont pas des enquêtes individuelles. On commence avec le questionnaire ménage. On utilise le questionnaire ménage pour tirer l'échantillon pour l'échantillon femme et l'échantillon homme. OK? Donc, vous prenez le chef du ménage, vous lui posez les questions. Le questionnaire ménage, que je pense qu'il y a presque personne qui utilise, mais il y a autant d'informations sur tous les membres du ménage, OK? Même les enfants qui n'habitent pas avec leurs parents, vous allez avoir des informations de base sur leur niveau de scolarisation, sur la survie de leurs parents. OK? Donc, si vous n'avez pas un thème pour votre mémoire de maîtrise, je suis sûre que vous en trouvez une en utilisant ce type de données, parce qu'il n'y a personne vraiment qui les utilise. Questionnaire homme. Donc, généralement, on fait des entrevues, le questionnaire femme. On fait des entrevues aux femmes âgées entre 15 et 49 ans. Par contre, les hommes sont interviewés entre l'âge de 15 et 59 ou 15-54 ans. OK? Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, il y a beaucoup de détails, OK? Je ne vais pas tout regarder, mais je vais plutôt tirer votre attention sur une ou deux choses qui sont plus importantes. OK? Le questionnaire ménage. Les informations qui sont ramassées pour le questionnaire ménage sont beaucoup plus, comme je dis, que seulement le sexe et l'âge. OK? Il y a aussi la survie des parents, le lieu de résidence de tous les éléments, de tous les individus qui font partie du ménage. OK? Il y a aussi les caractéristiques des ménages, donc tous les biens et les possessions du ménage. Ces questions-là sont utilisées pour mesurer le statut socio-économique des ménages. Donc, si vous vous posez la question, de où ça vient la variable que j'ai dans la base de données pour les femmes? Ça vient d'ici, OK? Statut socio-économique, les quintiles de bien-être ou Wealth Asset Index, l'appelé de différentes façons, ça vient des questions qui sont posées dans le questionnaire ménage. Donc, c'est le chef du ménage qui répond. Il y a aussi, dans le contexte de l'expansion vers le paludisme, beaucoup d'informations maintenant sur la propriété de BedNets, pour savoir les moyens de prévention du paludisme. Il y a au niveau du ménage qui ont fait la mesure de statut nutritionnel et de l'anémie. Okay? Donc, toutes les mesures que vous avez, qui se trouvent dans un fichier à part, je vais le dire tantôt, sont pour toutes les femmes du ménage, ne sont pas seulement pour les femmes interviewées, et pour tous les enfants qui font partie du ménage. Donc, ce type d'information souvent est utilisé seulement pour les femmes interviewées, mais vous l'avez pour beaucoup plus de gens. OK? Dans l'enquête femmes, OK, je vais aller un peu en arrière. OK? Il y a beaucoup de choses dans le questionnaire femmes. OK? Il y a même les caractéristiques du mari. Il y a des questions sur le statut des femmes. Joachim qui les utilise pour sa thèse. Il y a vraiment une batterie de questions sur la santé des enfants, les immunisations. OK? Peut-être la chose que je vais vous dire que beaucoup de personnes ne connaissent pas a à faire avec un peu l'élément fondamental du questionnaire femme, OK? Que c'est l'histoire de naissance. Parce que ça c'est un peu l'élément plus novateur des EDS qui inclut une histoire de naissance complète, donc pour toutes les naissances de la femme. Mais la chose que je pense n'est pas trop connue est qu'il y a des informations aussi pour les grossesses, qui souvent n'est pas utilisées.
C'est-à-dire que pour l'histoire de naissance concerne seulement les enfants qui sont nés vivants. Okay? Mais pour les gens qui font des recherches sur la mortalité, surtout des enfants, il serait plus important d'avoir une histoire de grossesse, okay? Où vous avez tous les enfants qui sont nés vivants ou qui ne sont pas nés vivants. Cette histoire de naissance se trouve dans tous les questionnaires EDS, mais seulement pour les 5 dernières années, donc pour les 5 années avant l'enquête. Mais pour à peu près une vingtaine de pays, vous avez une histoire de grossesse complète, donc pour tous les naissances, toutes les grossesses de la femme. Et sont surtout des pays qui se trouvent dans l'Europe de l'Est. Ce sont des questions, à nouveau, qui ne sont pas trop utilisées parce que la plupart du monde ne sait pas que les EDS ramassent ce type d'informations. Okay? Dans le questionnaire homme est plus court que le questionnaire femme, mais il y a quand même beaucoup de détails. Maintenant, on pose aussi un certain nombre de questions sur la reproduction. Ce ne sont pas évidemment des informations aussi détaillées comme les informations qu'on prend des femmes. On leur pose aussi maintenant des questions sur leur connaissance et utilisation de la contraception chez leurs femmes aussi. Donc, en principe, vous pouvez comparer les réponses. Je vais y arriver tout à l'heure. On leur pose des questions sur le statut d'emploi, un peu à nouveau l'autonomie des femmes. Et on pose beaucoup plus de questions sur des autres questions de santé. Donc, l'utilisation du tobacco, la circoncision, les injections, questions qui généralement ne sont pas posées aux femmes. Des modules, ok? Des modules. Donc, les 3 questionnaires que je viens de présenter sont plus ou moins le core, ok? Il y a des modules additionnels qui ont été, comme j'ai dit, ils ont été développés pour un peu faire face aux besoins spécifiques de certains pays. Et qui ensuite, ils ont été appliqués à des autres pays aussi. Okay? Maintenant, ce qu'il y a sont des modules relativement diffusés sur la violence à l'intérieur du ménage, sur female genital cutting, qui est une procédure qui est faite dans certains pays, surtout en Afrique, sur la mortalité maternelle, qui permettent de calculer des indicateurs de mortalité maternelle, et sur la fistule, je pense qu'on appelle en français. Le module qui vient des anciennes EDS, pour la plupart, ont été intégrés dans le core questionnaire. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il n'existe plus. Par exemple, le statut des femmes maintenant fait partie du core questionnaire, l'expérience sur la stérilisation fait partie du core questionnaire, information sur le paludisme aussi. Donc, ces modules-là ont été incorporés dans le core questionnaire et donc, ils ne sont plus des modules optionnels. Comment vous pouvez savoir si l'enquête que vous voulez utiliser inclut certains modules? Je vais vous montrer la façon plus simple de le faire. OK? Donc, vous pouvez, après ma présentation, vous familiariser avec ce site. Il y a beaucoup d'informations. Pour chercher une enquête, OK? Supposons que ce qui vous intéresse, c'est, je ne sais pas, la mortalité maternelle. Vous voulez faire une thèse de doctorat sur la mortalité maternelle et vous disiez, ah, c'est où qu'ils ont posé cette question? Donc, vous allez ici, What We Do, Survey Search. Et la dernière option, Select Survey Characteristics, si vous allez l'ouvrir, vous donne tous les thèmes qui ont été couverts dans n'importe quel EDS. Okay? Ici, vous avez l'ensemble des EDS. Donc, par exemple, il y a même eu une en Égypte en 2008 qui a posé des questions sur la connaissance sur la grippe aviaire. OK? Vous voulez faire un test de mémoire sur ça? Vous pouvez regarder les données de l'Égypte. Donc, mortalité maternelle, pardon. Okay. La mortalité maternelle est ici. Maternal mortality. La chiffre que vous voyez en parenthèse, c'est le nombre des enquêtes qui inclut ces modules, pas le nombre de pays. Parce que ça peut être qu'un pays a fait 2 ou 3 EDS, donc il est sous-représenté dans ces chiffres. Okay? Donc, il y a aussi des
questions. Donc, on parle toujours de court questionnaire, module, mais il y a des choses qui on sait très peu, parce que souvent, dans cette division entre le court questionnaire et le module, on oublie qu'il y a des questions spéciales et même des thèmes spéciaux qui se retrouvent dans une des deux, OK? Mais qui souvent ne sont pas tirés à part et donc ils ont reçu moins d'attention, OK? Par exemple, il y a des enquêtes qui sont complètement spéciales. La dernière, je pense, enquête au Pérou, par exemple, n'est pas seulement représentative au niveau national, mais représentative au niveau régional. Parce que le Pérou était intéressé à avoir des indicateurs de santé en particulier pour ces régions parce qu'ils n'avaient pas des autres sources de données suffisamment à jour. Donc, l'enquête EDS spéciale faite là est une enquête très différente des autres enquêtes EDS qui sont faites. Donc, il faut se rappeler. Il y en a même il y a une étudiante, je ne la vois pas ici, que j'ai dans mon cours, qui est une étudiante d'échange. Elle fait son mémoire sur l'EDS spéciale en Afghanistan. En fait, je ne te voyais pas, OK. Elle qui fait son mémoire sur l'enquête EDS spéciale qui a été faite en Afghanistan. OK? Il y a aussi des questions spéciales, je viens de le dire, donc sur la connaissance de la grippe aviaire, il y a seulement une enquête. Mais plus diffusées sont des questions spéciales sur les causes des décès et sur même des autopsies verbales, okay, qui avaient été faites immédiatement avant qu'on a commencé à faire le test de dépistage au VIH pour essayer de savoir quelle était la prévalence de la mortalité liée au sida. Okay? Il y a même, je pense, 11 ou 12 enquêtes, je ne le savais même pas, je l'ai regardé ce matin, qui ont des questions sur les dépenses liées à la santé. Health expenditures pour le ménage, qui permettent de calculer certains indicateurs qui normalement on ne peut pas calculer avec des autres bases de données. Puisque les EDS sont financés par USAID, USAID est en très fort contact avec les Nations Unies, ONU-SIDA, UNICEF. Il y a des questions qui maintenant font partie, je pense, du court questionnaire dans la plupart des cas. Ils ont été inclus pour monitorer les progrès vers le Millennium Development Goals. Deux en particulier. Une question sur la registration à la naissance, l'autre sur OVCs. OVCs sont les Orphans and Vulnerable Children. Donc, sur les orphelins et les enfants vulnérables ils ont 2 ou 3 indicateurs dans le Millennium Development Goals qui doivent être monitorés. Okay? Il y a des questions spéciales maintenant qui nous permettent de calculer ces indicateurs. Une autre section que très peu de monde connaît est le calendrier de fécondité, je pense qu'on pourrait le traduire, le reproductive calendar. Il se présente comme ça. Je vais essayer de voir si... Ça, c'est le rapport des EDS du Zimbabwe de 2005. À la fin de tous les rapports des EDS, vous trouvez le questionnaire. Okay? Vous pouvez aussi les télécharger séparément, mais... OK. Ça, c'est le calendrier. Je vais essayer de voir si je peux le mettre un peu plus grand. OK, c'est un calendrier pour les 60 mois avant l'enquête. OK, 60 mois avant l'enquête. Ça, c'est la version la plus détaillée du calendrier. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont une version plus de base. OK? Au minimum, ce calendrier contient l'histoire de naissance, grossesse, comme je dis, et utilisation de la contraception, la source de la contraception et l'arrêt de la contraception. Okay? Ces premières 3 colonnes se trouvent dans la plupart des calendriers. Et la chose qui est moins connue est que pour certains pays, il n'y a pas une règle. Je ne sais pas comment ces pays ont été choisis. Mais il y a aussi des informations sur le mariage. Okay? C'est une information
pas trop détaillé. Vous savez seulement si la femme était en union ou non. Donc, vous ne savez pas les raisons, par exemple, pour la fin de l'union. Mais quand même, est plus ou moins le seul instrument qu'on peut utiliser pour regarder la mobilité matrimoniale avec les données des EDS. Malheureusement, il n'existe presque plus, il y a très très peu d'enquêtes qui l'incluent. La plupart des enquêtes continuent à inclure le calendrier avec les premières trois colonnes. Il y a même eu, je pense, dans les années 1995, dans certains pays en Afrique et en Amérique latine, un calendrier qui avait une autre colonne pour la mobilité résidentielle. Donc, il vous permet de faire des études de mobilité résidentielle pour les 5 années avant l'enquête et les mettre en relation avec mobilité matrimoniale et fécondité. J'ai jamais vu quelqu'un qui a utilisé ces données. Un bon thème de mémoire de maîtrise. OK? L'autre chose, je l'ai mis ici. Bien question? Oui. Parce que je me demande le problème du décalage entre les variables qui sont collectées au moment de l'enquête et puis ces événements qui ont lieu dans le passé. Donc un décalage, on a du mal à lier les informations étant donné qu'elles sont décalées dans le temps. Et donc on a juste des caractéristiques socio-économiques au moment de l'enquête. Oui. Par contre, on ne sait pas ce qui s'est... même si on sait qu'il y a eu des fécondités, des naissances précédentes ou des mariages, on ne peut pas les associer aux autres caractéristiques. Les informations qui viennent des premières trois colonnes sur l'utilisation de la contraception sont très utilisées. Généralement, avec les données du questionnaire, les données sur les mariages, je pense, ne sont pas utilisées parce que je pense que c'est une question plus pratique qu'une question conceptuelle. Parce que si vous allez sur le site ici, même quand moi je l'ai fait, moi j'utilisais beaucoup les données du calendrier. Même quand moi j'ai cherché les calendriers qui ont le mariage, ok? Donc, on regarde ici Reproductive Calendar, 115 enquêtes, fantastique, ok? Mais il n'y a pas façon, si tu ne regardes pas une par une les enquêtes, de savoir quel type de calendrier l'enquête inclut. Donc moi, j'ai dû passer 115 enquêtes pour à la fin trouver que les enquêtes que je voulais utiliser sont 4. Donc je pense que c'est plus ça, c'est plus une question pratique. Il est aussi vrai que l'information n'est pas trop détaillée, que les caractéristiques ne se réfèrent pas au moment du mariage, tout ce que tu veux, je suis complètement d'accord. Mais je pense pour les gens qui veulent faire, il y a plus le défi pratique de dire, je ne sais pas vraiment quelles sont les enquêtes qui incluent la question qui m'intéresse. Je pense. OK. J'ai mis ici aussi les données géocodées, OK, le GPS data. Je vais y revenir. Ce ne sont pas des questions vraiment spéciales, OK? De plus en plus, je pense, au moment de l'enquête ménage, on enregistre aussi la latitude et la longitude, on les appelle comme ça en français? La latitude et la longitude du ménage. Ce sont des données super confidentielles, il est très difficile d'y avoir accès, mais quand même, il permet de faire des recherches très cool. À un moment donné, dans la première phase des enquêtes SPA, les enquêtes sur les hôpitaux et les pharmacies, même ces enquêtes-là enregistraient latitude et longitude de chaque hôpital et de chaque pharmacie. Il y a quelques articles qui avaient été écrits sur la première phase des SPA qui permettaient de lier, de tracer vraiment la distance entre chaque ménage enquêté et chaque hôpital pharmacie qui était le plus proche. Maintenant, il n'est plus fait pour les pharmacies et les hôpitaux. Il est encore fait pour beaucoup de ménages, mais c'est difficile d'y avoir accès. Vous devez faire une demande spéciale. Je viens de vous dire 12 secondes. OK? Je vais vous le dire tout à l'heure comment on peut avoir accès. OK? Qualité des données. Tout le monde est d'accord que les données sont de très bonne qualité. OK? Quand même, où sont mes étudiants de mon cours, il faut toujours se poser la question. OK? D'abord parce qu'il y a des erreurs qui sont communes à toutes les données transversales. Il y a aussi certaines choses qu'il faut garder dans la tête quand vous analysez les données des EDS. OK? La première chose, je ne l'ai pas écrit, sont des données transversales, avec l'exception des EDS
de l'EDS longitudinal au Pérou sont des données transversales. Les caractéristiques que vous enregistrez sont toutes enregistrées au moment de l'enquête. Donc, un peu comme Madame Lardou disait, même si vous étudiez un mariage qui s'est passé 5 ans avant l'enquête, vous allez avoir les caractéristiques de la femme au moment de l'enquête 5 ans plus tard. Okay? Établir la causalité est toujours difficile. L'autre problème, surtout pour les gens comme moi qui font la recherche sur le comportement sexuel, est que la plupart des comportements sont tous autodéclarés. Le comportement sexuel, je vais vous le dire, c'est le pire dans l'échelle et il est très difficile, il faut faire très attention quand vous interprétez vos résultats à la qualité des données. Les EDS sont représentatives au niveau du pays, okay? Donc parfait pour les indicateurs au niveau national, quelquefois au niveau régional, mais quand vous allez vous rendre dans certains sous-groupes, par exemple, éducation, statut socio-économique, votre enquête n'est pas représentative à ce niveau-là. Okay? Donc, il faut faire attention quand vous arrivez à vos conclusions, ne pas arriver aux mauvaises conclusions ou à penser « Ah oui, mais mon enquête est représentative ». Elle est représentative au niveau national, okay? Des hommes et des femmes enquêtés. Et rappelez-vous toujours des erreurs qu'il y en a partout à cause de l'autodéclaration. Sur des périodes dans le passé relativement longues, il y a un problème de rappel, okay? Surtout des dates et des âges. Il y a aussi un problème très connu des EDS qui est le displacement des événements dans l'histoire de naissance, okay? Qui est complètement lié au fait que maintenant les EDS sont super longues. Je ne vous ai pas montré tout le questionnaire, mais les EDS sont longues. Si vous prenez le questionnaire de la première EDS, était vraiment plus mince. Maintenant, sont longues. Et les gens connaissent qu'est-ce qu'ils sont les EDS. Les intervieweurs et les répondants le savent. Okay? Les gens souvent essayent de minimiser leur effort au niveau de la collecte des données, au niveau des réponses. Dans l'intervieweur qui sait que si la femme va me dire qu'elle a eu 6 naissances dans les derniers 5 ans, je dois passer ici 30 minutes de plus, souvent va dire qu'une de ces 2 enfants-là était née un peu plus tôt. Okay? Il va sauver un peu du temps. La femme elle-même, si elle sait qu'elle a eu 6 enfants dans les derniers 5 ans, elle va dire « Oh mon Dieu, j'ai des autres choses à faire. Je vais lui dire que le premier enfant était né un peu plus tôt. » Okay? On le sait très bien qu'il a ce type de problème. Dans les indicateurs, surtout des fécondités qui viennent des EDS, rappelez-vous, l'indice synthétique de fécondité n'est jamais pour l'année avant l'enquête, c'est pour les 5 ans avant l'enquête. Il est possible, du point de vue technique, de le faire, mais Macro n'approuve pas des calculs qui sont faits pour des périodes plus courtes que 5 ans. Parce que sur la période de 5 ans, ce type d'erreur un peu s'équilibre. Et sur des périodes plus courtes, on le sait que l'indice synthétique de fécondité peut être biaisé. Faites attention. Il y a un rapport écrit par une fille qui a fait partie d'un programme de training des EDS qui a écrit, qui a un peu essayé de reconsidérer le problème de fertility stall en Afrique, seulement en termes de la qualité des données. Et elle explique très très bien toutes ces problématiques. Donc, c'est ce qui vous intéresse, si vous utilisez ces données, cette section des EDS, je vous encourage à le lire parce qu'il donne beaucoup d'informations. Donc, nous avons les données d'enquête, nous avons les données géocodées. Enfin, il y a les données, les biomarkers, donc les données plus biologiques. J'ai déjà parlé de mesures de poids, de l'anémie, du sida, le paludisme. Il y en a eu autres. J'ai regardé dimanche dans un nombre très limité de pays, mais s'il vous intéresse, l'hépatite, le diabète, la pression artérielle. Pour toutes ces mesures, sauf les mesures anthropométriques et l'anémie, le formulaire de consentement est différent que le formulaire de consentement pour l'enquête. Okay? Donc, un individu peut décider de participer à l'enquête, mais de ne pas participer à la collecte des données biologiques. Donc, il est possible que
vous avez un échantillon très grand de femmes enquêtées, mais vous avez un échantillon beaucoup plus petit des gens qui ont participé dans ces programmes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ici a jamais fait des recherches avec AIDS et SIDA. Moi, je l'ai fait souvent en retombant des échantillons que dans les sous-groupes sont ridicules parce qu'ils sont très petits à cause du problème de la non-réponse. Dans ce cas, je reviens à la diapositive sur la qualité des données. Faites attention à la non-réponse aux données manquantes parce qu'ils peuvent introduire des biais qui sont importants. Il y a des études quand même, il y a toute une littérature, donc à nouveau, regardez pas seulement le questionnaire, mais regardez la documentation sur comment l'enquête a été faite, quel type de problème il y a eu. Je peux vous dire qu'au Malawi, par exemple, quand les IDS ils ont fait le dépistage pour l'infection à VIH, ils ont eu un taux de non-réponse très faible dans la capitale, Lilongwe, mais vous n'allez pas le savoir, au moins que vous lisez le rapport. Les données que vous allez trouver sur le site web sont en effet des données corrigées sur la base d'une deuxième enquête qui a été faite seulement dans cette ville pour essayer de récupérer les répondants qui avaient refusé la première fois. Donc, vous allez trouver votre enquête qui a un taux de non-réponse peut-être un peu plus faible que les autres enquêtes, mais vous n'allez pas savoir que ça a été déjà le meilleur taux de réponse qu'on a pu avoir après 2 enquêtes, pas seulement une. OK? Donc, lire la documentation. Comment avoir accès aux données des EDS? Bon, comme je dis, c'est super simple. Vous allez sur le site, vous enregistrez, vous devez déclarer quel est le titre de votre projet. Il n'est pas vraiment nécessaire de le changer. Il y a vraiment personne qui vérifie. Moi, je pense que j'ai encore le titre de mon mémoire de maîtrise qui est indiqué parmi mes projets. Évidemment, si vous parlez avec l'équipe qui gère les bases de données, il vous dit, bon, il serait bien de mettre à jour votre information. Donc, vous pouvez faire une demande. Pour les données d'enquête, questionnaire homme, femme et ménage, la réponse est 24 heures, 48 heures maximum. Mais vous devez faire une demande à part pour toutes les données biologiques et pour les données géocodées. Et pour les données géocodées, comme je dis, c'est difficile. Les données sur le sida est relativement facile maintenant parce que beaucoup de chercheurs les utilisent, donc les procédures sont un peu plus streamlined, mais si vous utilisez les données géocodées, planifiez votre temps en avance parce que ça prend du temps. Ils ont fait sur le nouveau site toute une étape par étape tout ce que vous devez faire, les personnes à contacter. La personne qui s'occupe, qui gère la plupart de ces demandes est une personne super sympathique qui répond toujours au courriel, donc ce ne sont pas des gens qui vont disparaître, qui ne vont pas répondre à vos courriels. Donc, si vous avez des questions, il est facile d'avoir une réponse. OK, y a-t-il des questions sur les données? OK, donc nous avons parlé des données. Supposons que maintenant vous avez regardé toute la documentation, vous avez lu en détail tous les questionnaires, vous êtes super préparé, OK? Vous avez téléchargé vos données, vous les avez sur l'ordinateur. Quelle est la première chose que vous faites? Première, vous avez votre question de recherche, évidemment, donc vous savez ce que vous voulez analyser. Okay. L'échantillon. Comment vous allez explorer vos variables? Vous allez prendre data, vous allez rouler des régressions logistiques. Non? J'espère que non. Okay. Il y a, même sur le site des EDS, comme il le disait, okay, il y a des étapes. Okay? On commence toujours par des statistiques descriptives, mais encore avant, la première chose, si vous allez, peut-être je vais vous montrer. Okay? Ici, j'ai cliqué sur la première enquête, okay? Afghanistan. En principe, vous avez 3 questionnaires, okay? Vous avez ménage, femmes et hommes. Regardez combien de fichiers de données vous avez ici. Okay? Ça, c'est pour l'Afghanistan qu'il n'y en a même pas trop.
Si je m'en vais sur... Attendez, le Zimbabwe, ok. Ici. Regardez qu'est-ce que vous avez. Vous avez, donc, je ne sais pas comment je peux le déplacer ça. Ah, ok. Vous avez un birth record. Vous avez couples record. Ensuite, vous avez household record. Vous avez height and weight scores. Vous avez individual record, children's record, male record. Bon, vous avez beaucoup plus de fichiers, ok, que questionnaire. Pourquoi? Parce que, bon, les chercheurs aux EDS essayent de vous faciliter la vie, ok? Donc, pour les données qui viennent du questionnaire ménage, ils ont créé 2 fichiers, ok? Le premier fichier, un fichier qui a une record pour chaque ménage, ok? L'autre, par contre, il y a le household listing, qui est vraiment le fichier que je vous encourage à utiliser si vous faites des analyses sur ces bases de données, le PR file. Chaque ligne est un membre du ménage. OK? Donc, pas une ligne par ménage, mais une ligne par individu. Ce qui facilite beaucoup les analyses, parce qu'autrement, vous devez un peu vous organiser le fichier sur la base des gens que vous voulez regarder. OK? L'autre chose est que dans le premier fichier, vous n'avez pas vraiment les informations qui viennent du questionnaire individuel. Par contre, dans le PR file, il y a déjà des informations, des caractéristiques individuelles qui ont déjà été mises ensemble et donc vous pouvez déjà faire des analyses relativement complexes en utilisant seulement ce fichier. Moi, j'ai écrit un rapport sur les orphelins, les enfants vulnérables. Le seul fichier que nous avons utilisé était le PR file. Nous avons regardé tous les enfants du ménage, les caractéristiques de leurs parents, le milieu de résidence et le statut de survie de leurs parents. Nous avons utilisé seulement ce fichier-là. Pour les individus, ça c'est disparu, je ne sais pas pourquoi, mais quand même. Pour les individus, ok, en principe, vous avez questionnaire homme et questionnaire femme. Mais les données que vous avez sont plus complexes. Vous avez ce qu'on appelle l'individual record. Ça, ce sont les informations qui viennent directement du questionnaire femme. Et vous avez le male record, le MR, informations qui viennent du questionnaire homme. Mais vous avez aussi un record pour la couple. Comment, selon vous, on peut lier les couples dans les EDS? En principe, les EDS sont des échantillons aléatoires des hommes et des femmes. Il ne devrait pas avoir des couples. Ça vient du questionnaire ménage. Comme j'ai dit, la sélection de l'échantillon est faite à partir du questionnaire ménage. Okay? Il y a même des femmes qui peut-être dans l'échantillon sont des sœurs. Okay? Plus difficile pour les hommes d'être frères parce qu'il y a moins d'hommes dans l'échantillon. Et donc, c'est qu'à un moment donné, plusieurs chercheurs ont demandé de faire. Il y avait beaucoup de chercheurs qui faisaient eux-mêmes le lien. Mais ils ont demandé d'avoir déjà prêt un fichier qui permet déjà de faire le lien sur le couple. C'est qu'il est devenu très important maintenant que dans le contexte du sida en Afrique en particulier, on parle beaucoup de négociations hommes-femmes, de comportements sexuels, de comportements à l'intérieur de la couple, l'utilisation de la contraception. Ce fichier est super utile. Okay? Même si vous voulez même comparer, si tous les deux, l'homme et la femme, ont été testés pour le sida, vous pouvez même comparer leur statut AVH et leur comportement par rapport à ça. Okay? Toujours qui viennent des questionnaires individuels, ça en vient du mélange de questionnaire ménage, questionnaire individuel. Ce sont ces 2 fichiers sur les naissances et les enfants. Donc, vous avez un fichier pour les enfants, le KR. Ça sont seulement pour les enfants nés dans les 5 années avant l'enquête. Donc, ça sont les enfants qui viennent de l'historique de naissance. Par contre, le birth record, ça, c'est pour toutes les naissances de la femme. OK? Donc, c'est
il y a beaucoup plus d'informations. Donc, pour calculer tous les indicateurs comme indice synthétique de fécondité, taux de mortalité infantile, on utilise le birth record parce qu'on utilise pour les naissances, généralement. Vous avez aussi, moi, j'ai continué un petit peu parce qu'avec Jean, je pense qu'on avait dit que je pouvais parler un peu plus. Est-ce que tout le monde peut rester? Oui. Normalement, nos séminaires sont un peu plus courts, mais si vous n'avez pas de problème, je n'ai pas encore trop, en tout cas, à dire. Okay. Les autres fichiers associés, vous les voyez plus dans les enquêtes récentes, mais dans la première et deuxième phase des EDS, le statut socio-économique n'était pas inclus dans le fichier femmes, donc vous devez faire une merge vous-même. C'est très difficile, mais si vous regardez sur le site, ils vous donnent toutes les procédures. Même chose si vous êtes intéressé aux mesures anthropométriques. Tests biologiques aussi sont dans des fichiers séparés, donc il faut que vous les mettez ensemble vous-même. Parce qu'à cause du fait qu'il y a une permission spéciale à demander pour ce type de données, EDS ne publie pas des bases de données qu'ils ont déjà les deux ensemble. Même chose pour les données géocodées. OK. Avant de faire vos statistiques descriptives, je suis sûre qu'il y a une publication que vous ne connaissez pas qui s'appelle DHS Recode Manual. Qui n'a jamais regardé le DHS Recode Manual? Je savais, il y avait une personne, très bien. Il est appelé The DHS Analysis Bible, vous le téléchargez, je mets le lien ici. Je vais distribuer ces diapositives. Le DHS Analysis Bible, le DHS Recode Manual, va vous dire comment les questions dans vos questionnaires sont équivalentes aux variables que vous avez dans la base de données. OK? Exemple, vous regardez l'éducation, la variable V107. Vous regardez dans la base de données, vous n'avez même pas téléchargé le DHS Recode Manual, il dit Highest Year of Education. OK, ça c'est ce que je veux regarder. Wrong, parce que ça c'est pas la bonne variable, parce que la variable que vous voulez, en effet, c'est V106, parce que V107 mesure quelque chose d'un peu différent que le niveau de scolarité le plus élevé atteint. Et si vous ne regardez pas dans le DHS Recode Manual, vous n'allez pas savoir. Je peux vous dire que quand vous arrivez aux variables sur le comportement sexuel, si vous n'utilisez pas le DHS Recode Manual, vous n'allez jamais être capable d'analyser ces données. Parce qu'il y a tout un ensemble de manipulations qui ont été faites sur ces variables-là. Okay? Donc, télécharger, première chose. Deuxième chose à télécharger, quand vous téléchargez une base de données, est le Final Report pour votre pays. Même si vous avez 15 pays, téléchargez 15 fichiers, ça vaut la peine. Parce que il est très rare de trouver des enquêtes qui vous permettent d'avoir un instrument pour vérifier vos calculs. Okay? Les rapports des EDS vous donnent toutes les statistiques descriptives possibles, tous les dénominateurs, tous les échanges, et souvent même les numérateurs des indicateurs que vous voulez calculer. Vous devez vous assurer que vos dénominateurs et vos numérateurs sont les mêmes. À un moment donné, j'ai participé à un programme de training chez les EDS. Sur 15 personnes, je pense que seulement 2 ou 3 avaient des dénominateurs qui étaient les mêmes dans le rapport des EDS. Okay? Tout le monde utilisait des autres dénominateurs, quelqu'un pondérait, quelqu'un ne pondérait pas. Okay? Prenez le rapport, vous l'avez. Pour les autres enquêtes, dans la plupart des cas, il n'existe même pas. Vous avez la chance que vous avez une chose à côté, un peu à vérifier. Faites-la. Okay? Vous n'allez pas être capable de publier un article sur les EDS au moins que vos dénominateurs sont les bons dénominateurs. Okay? Même chose si vous utilisez des indicateurs qui sont les mêmes que dans le rapport, vos indicateurs doivent être les mêmes. Pondération. Il y a beaucoup de poids. Okay? Vous devez toujours utiliser le poids. Il y a eu, à un moment donné, il y a quelques années, un débat entre la personne qui s'occupe de poids aux EDS
sur le fait qu'on devait utiliser le poids dans les analyses multivariées. Maintenant, la philosophie et la règle est utiliser toujours le poids pour analyse descriptive et analyse multivariée. Toujours. OK? Toujours, toujours, toujours. Et il faut faire attention, généralement, est relativement simple. Le poids d'enquête, OK? Il est très bien écrit dans la base de données, OK? Sont toujours les variables qui finissent pour 5, OK? Pour vous simplifier la vie. Pour les femmes, c'est V005. Pour les hommes, c'est MV005. La seule chose à laquelle il faut faire attention, vous le voyez ici, pour les couples, même si vous utilisez des données biologiques, OK? Même si vous avez des biomarkers, vous devez toujours utiliser le poids d'enquête pour les hommes. J'ai un collègue qui m'a écrit il y a 2 jours, il m'a dit, je ne suis pas du tout capable de reproduire les statistiques descriptives dans le rapport, comment ça se fait? Parce que pour les couples, même quand on regarde les données AVH, il faut toujours utiliser le poids d'enquête des hommes. Il est à cause de l'échantillonnage, si vous regardez dans le rapport, vous allez comprendre pourquoi. Autre chose, il n'est pas suffisant d'utiliser ces variables. OK? Parce que, est-ce que les EDS, quel type d'échantillon sont les EDS? Stratified Cluster Sampling. Okay? Il y a 2 autres choses. Le strata et la grappe que vous devez spécifier. Pour le cluster, c'est relativement facile. Il y a une variable toujours. Elle change de chiffre, donc je ne l'ai pas mis ici, qui s'appelle PSU, Primary Sampling Unit. Pour le strata, par contre, il y a presque personne qui le sait. Vous devez vous construire vos strata. OK? Parce que la stratification souvent est faite au niveau seulement de urbain-rural, mais il y a beaucoup de EDS où elle est faite en combinaison entre urbain-rural et région. Donc, vous devez vous construire vos strata, vous faites un tableau croisé entre urbain-rural et région. Vous allez avoir 8, finalement, strata. Si vous avez 4 régions, par exemple. Et vous devez le faire vous-même. Il n'y a pas une variable dans votre base de données. Okay? Donc, prenez le rapport, vous regardez échantillonnage. Quelle est la stratification qui a été utilisée? Urbain-rural, OK, simple, utilisez la variable urbain-rural. Urbain-rural et région, OK, vous faites un peu plus de travail. Troisième chose à télécharger, pour toute question technique, la Guide to DHS Statistics. Il va vous dire tout ce que vous voulez savoir sur pondération, données manquantes, tous les cas particuliers, tout ce que vous voulez. Téléchargez là. 3 fichiers à télécharger. Okay? Il y a aussi des choses, des outils en ligne. Okay? Il s'appelle StatCompiler pour les statistiques qui viennent de l'enquête et il y a un autre nom pour les indicateurs sur le SIDA. Ils sont relativement utiles, je pense, mais les gens les utilisent très mal. Parce que le problème est que quand vous commencez à utiliser des sous-populations, vous devez toujours regarder les microdonnées. C'est impossible d'utiliser les outils en ligne. Donc, si vous analysez 34 pays et vous voulez avoir un aperçu sur ce qui se passe, allez-y, évidemment. Vous voulez regarder 3 ou 4 indicateurs, c'est très bien. Mais après, généralement, vous devez vous en aller dans les microdonnées. C'est très difficile de faire toute une analyse en utilisant seulement les outils en ligne. Par contre, il y a un seul indicateur pour lequel il est bien d'utiliser ça, c'est l'indice synthétique de fécondité, parce qu'il n'y a pas de programme, ni en Stata, ni en SAS, qui permettent de rouler les calculs pour les IFS comme ils sont faits chez Macro. Donc, si vous voulez avoir le bon ISF, il est toujours mieux de le regarder soit du rapport, soit pour plusieurs pays en ligne. Est-ce que c'est correct? J'ai encore vraiment 3 minutes. Question? OK. Oui. Bien quand j'ai des données brutes, pas des données retravaillées. Dans le passé, je me rappelle, on avait des données non imputées et les données imputées. Est-ce que ça existe toujours ou est-ce qu'il faut vivre avec... quelqu'un n'a pas dit le mois et on a imputé le mois. Moi, je veux savoir qu'ils n'ont pas dit le mois pour cette personne. Est-ce que ça existe toujours? Dans les vieux EDS, ça existait. Pour les dates, je pense que non. Pour certaines variables, maintenant, il y a la variable brute et la variable imputée dans la même base de données. Mais je doute que pour les dates,
ils ont. Il y a par contre des fichiers tu regardes en Afghanistan, quand j'avais sorti des... Il y a des recodes qu'on appelle des raw recodes. Ici, c'est household raw, individual raw, household member raw. J'ai doute qu'il existe pour des autres pays. Je pense qu'ici, il existe parce qu'il y a une enquête spéciale ou probablement ils n'ont pas voulu imputer. Mais tu peux demander le fichier brut. Tu peux envoyer un courrier, ça je suis sûre, il est disponible, sauf qu'il n'est pas généralement mis en ligne. Quand même, pour regarder les fichiers bruts, probablement, tu ne peux pas utiliser Stata. C'est un peu plus difficile à analyser, mais il existe parce que je sais qu'il le distribue. OK? La morale, c'est vous utilisez des autres enquêtes. OK? 4 points. Familiarisez-vous avec votre enquête. OK? Il n'est pas nécessaire que vous allez faire comme j'ai fait tous les soirs à partir du début de l'enquête. C'est l'enquête se roule depuis 50 ans. OK? Mais quand même, essayez de comprendre quels sont un peu les principes, si les principes ont changé au fil du temps et comment ces changements peuvent avoir un impact sur les analyses. OK? Ça, c'est toujours utile de le faire. Essayez de comprendre la structure générale de votre base de données. Commencez avec les statistiques descriptives. Et si vous pouvez, ce n'est pas toujours possible, de reproduire tout ce qui est publié. Okay? Parce que quelqu'un, il va toujours avoir un évaluateur de votre article qui va vous dire mais j'ai vu sur le rapport XX que l'indicateur que vous avez calculé est le double. Comment ça se fait ça? Okay? C'est d'avoir une réponse. Et faites attention au poids. Okay? Plus ou moins toutes les enquêtes devraient avoir de poids. Il y a des enquêtes qui sont très connues pour n'avoir pas de poids, comme l'enquête mondiale sur la santé. Mais ça, c'est une exception. Ce n'est pas la règle. Et il faut bien tenir compte de poids dans vos analyses. Au minimum dans les statistiques descriptives. Okay? Sur les statistiques multivariées, on peut faire toute une conférence sur ça. Et dans les statistiques descriptives, la pondération est très importante. Okay? Je vais circuler cette présentation. J'avais mis 2-3 diapositives pour chacun de ces points, mais c'est suffisamment tard, donc je vais arrêter ici. Si vous avez des questions, moi je connais les EDS, back and forth, j'ai travaillé là-dessus depuis longtemps. J'étais une consultante pour Macro pour à peu près 5 ans. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Je peux vous aider. Mais ce que je vous demande, c'est que vous m'envoyez un courriel et de ne pas me dire « Ah, j'utilise la variable MV017. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? » Essayez de me dire quelle est un peu votre question de recherche. Autrement, je ne peux pas vous répondre. OK? Tenir compte du contexte, j'espère que c'est ce que de mes messages. OK? Merci beaucoup.